Quand vous avez les coupons rabais de McDonald's, c'est la meilleure façon de regarder l'émission Le Grand Journal avec Pierre Donnet. Pourquoi? Parce qu'on fait comme Donald Trump. On vous explique. Bienvenue au Grand Journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Grand Journal. Oui, je vous ai peut-être fait rire avec le menu de McDo, non pas McDonald's, mais bien McDonald's, parce que le président Trump a fait quelque chose qui, à mon avis, est très spectaculaire cette semaine. Se faire venir du McDo pendant un point de presse. Sylvain, je suis heureux de t'avoir avec nous pour ce Grand Journal. Alors, toi aussi, tu as réagi avec un beau grand sourire quand tu as vu que le président n'a pas hésité à se faire livrer du McDo pendant une conférence de presse. T'as bien raison, Pierre. Puis là, en même temps qu'on enregistre notre émission, je vais juste te demander pardon 30 secondes. Je savais que tu étais capable de grandes choses, mais d'avoir toi aussi ton verre de McDo. Mais moi, j'ai pas eu le temps d'arrêter parce que je devais commencer avec un Big Mac. Puis là, finalement, sur la route, j'ai oublié. Alors, j'ai pris au moins les rabais qu'on nous offre régulièrement. Et puis, c'est très utile. Puis parfois, il y a des rabais intéressants. Parfois, c'est une belle façon de nous faire un détour vers McDo. Mais j'ai trouvé ça spécial du président. Il y a vraiment un style bien à lui. C'est vraiment un être particulier. On n'avait jamais vu ça, quelqu'un qui va se faire commander comme ça du McDo pendant un point de presse. Il n'a pas empêché de répondre aux questions. Mais des fois, c'est pas facile à tenir. Le Big Mac, là, ça se tient pas toujours très, très bien. Alors, je sais pas comment il s'y est pris, et ça, c'est son problème. Alors, évidemment, la semaine a eu des choses beaucoup plus intéressantes. Est-ce que tu as suivi les élections partielles, cher ami? Via notre plateforme d'espace-données.ca, oui, j'ai pu suivre ça, évidemment, mais étant donné que c'était pas nécessairement dans ma circonscription, je regardais ça d'un œil très loin. Bon, je dois expliquer pourquoi un gouvernement majoritaire, c'est intéressant. C'est qu'on peut faire des choses tellement plus vite. Exemple, l'affaire de la taxe d'essence cette semaine, ça a pu se faire très vite. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas à quémander de l'opposition une collaboration pour passer rapidement une mesure. Alors, ils peuvent tout de suite annoncer de quel chemin ils ont l'intention de prendre par rapport à ça. Et paf, ça peut être mis en application très rapidement. Et d'ailleurs, c'est le cas. Ça va commencer lundi, le 20 avril. Alors ça, c'est le côté, évidemment, intéressant d'un gouvernement majoritaire. Moi, je dois vous dire que pour faire la colline parlementaire pendant un certain temps, je détestais les gouvernements minoritaires parce qu'on ne savait jamais à quel moment on allait retourner en élection. Là, avec un gouvernement majoritaire, on peut se rendre jusqu'à la limite du 4 ans. Alors, dans 4 ans, après l'élection générale, on retourne aux urnes, puis c'est une date fixe, les gens ont le temps de se préparer, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de toutes sortes de débats de dernière minute à la Chambre des communes pour savoir si le gouvernement va se planter ou pas. Ils peuvent faire toutes sortes de mesures. Ça opère beaucoup plus facilement. Cependant, ta réaction a dû être autre chose quand tu as su que le prix de l'essence allait baisser cette semaine. Je suis en train de me demander, ça va-tu vraiment paraître, ça, au niveau du portefeuille? Je suis en train de me poser des questions. Malchance. Ouais. La malchance là-dedans, Sylvain, et tu poses la bonne question. Ouais. Ils vont baisser la taxe, donc, fédérale de 10 cents. Bon. Et entre-temps, les pétrolières ont décidé d'augmenter de 6 cents le litre d'essence. Ah, ben c'est ça. Ça paraîtra pas tant. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que l'augmentation de 6 cents serait arrivée sans cette baisse de 10 cents? Moi, j'ai l'impression que les pétrolières profitent du fait que le fédéral diminue sa taxe, puis eux autres, ils augmentent leurs profits. Ça, c'est la lecture que j'en fais. C'est peut-être pas vrai. C'est peut-être le prix de l'essence qui a monté sur le marché international
puis ils n'ont peut-être pas le choix de nous augmenter le prix à la pompe. Mais permettez-moi d'avoir un très grand doute, parce que ta question que tu soulèves, est-ce qu'on va vraiment en profiter? Ben, ce qui a été annoncé, c'est 10 cents de moins le litre. En soi, c'est une bonne nouvelle. Si tu mets 50 litres, tu viens de sauver 5 piastres. Sauf que si on te recharge un autre 3 piastres de plus parce que les pétrolières augmentent leur prix, ben, tu reviens quasiment à la case départ. Alors, les gens se demandent des fois pourquoi, dans certaines occasions, j'ai opté pour un véhicule électrique. Je dois vous dire que ma plus grande frustration relativement à l'essence, à part du fait que je me fais geler dehors quand je fais le plein d'essence, là, ça c'est parce que je suis un frileux de nature, mais moi, c'est de voir que dès qu'il y a une tempête en Nouvelle-Orléans, puis ça peut toucher des raffineries, il faut monter le prix de l'essence. Il y a une possibilité de conflit mondial, tout de suite, le prix de l'essence monte. Il y a un conflit mondial, le prix de l'essence monte. Ma belle-mère fait un produit, va cuisiner quelque chose, il monte le prix de l'essence. Non, mais c'est que je trouve qu'ils ont toutes sortes d'excuses pour monter le prix de l'essence. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai pogné le coup au derrière, puis je me suis dit, allons vers l'électrique. À court terme, ça me coûte plus cher. À moyen terme, j'ai hâte de voir que je fasse le bilan après mes 4 ans, ce que j'ai sauvé en essence au lieu d'avoir à aller à la pompe constamment. Mais je dois dire que quand j'ai vu l'annonce, le 17, j'étais content parce que ça, en passant, c'était la plus belle façon de montrer aux Canadiens qu'un gouvernement majoritaire, ça peut bouger rapidement. C'est pas pogné avec l'opposition qui est contre tout. La preuve, quand ça a été annoncé, le 17 de moins, les conservateurs ont dit « Hey, c'est épouvantable! C'est passé, il aurait fallu que ce soit jusqu'à Noël et non pas jusqu'à la fête du travail. » Tu peux jamais gagner. L'opposition ne sera jamais de ton bord. Quand tu es au gouvernement, tu dois vivre avec l'opposition, ça vient avec. Mais je dois vous dire que moi, pour l'époque où j'ai travaillé au Parlement, j'aimais bien les gouvernements majoritaires parce qu'on savait où est-ce qu'on s'en allait. L'autre grande nouvelle politique de la semaine, c'est Christine Fréchette qui arrive comme première ministre désignée pour remplacer M. Legault. Il y a eu des ratés dans le vote. Ils ont eu de la misère avec l'informatique. Ça arrive. C'est pas nouveau, ça, Pierre. Là. Je ne sais pas. Ben, il y a toujours il y en a toujours des pépins avec l'informatique. Tout le temps. C'est pour ça que j'aime bien, moi, le bulletin de vote traditionnel. Moi, j'aime bien le bout de papier. Mais je suis de la vieille école. Là, ce que je me demande, c'est est-ce qu'elle va réussir ce que j'appelle l'impossible? Toute personne nommée habituellement à la fin d'un règne d'un autre, exception Mark Carney, subit une défaite. Il y a eu plein de choses dans l'histoire. Madame Campbell, par exemple, est arrivée chez les conservateurs après un long règne de Brian Mulroney. Le gouvernement conservateur était épuisé et puis elle n'a pas pu faire la remontée. Ici, vous avez une situation à peu près semblable. Vous avez un gouvernement usé. 8 ans de pouvoir, les gens, là, ont leur voyage. Ils veulent un changement. Est-ce qu'elle peut faire un changement? Ça va prendre tout un virage. Je vous dis pas que c'est impossible. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'un visage nouveau, ça peut suffire ou tu penses qu'on est rendu à l'échéance d'un gouvernement qui, 2 fois majoritaire, aura besoin d'être remplacé? Hey, c'est toute une question, ça. Moi, c'est certain que d'abord, se lancer en politique, c'est... je lève mon chapeau, mais de se présenter comme première ministre aussi. En même temps, tu sais, on s'entend, l'été s'en vient. Qu'est-ce qu'elle fera pendant les 3-4 prochains mois? Ça va être à déterminer, ça va être à suivre. Si elle change tout son conseil des ministres, elle met tout à la porte par rapport qu'une nouvelle gang, est-ce que toi, ça t'inspire un changement ou... Elle va devoir pédaler peut-être seule pendant un bon bout de temps. Et agir très vite. Puis rapidement, c'est évidemment, mais tu sais, c'est ça. C'est ça. L'autre nouvelle qui m'a frappé cette semaine, puis je veux partager avec toi, parce que tu le sais, sur la 50, c'est une place dangereuse. C'est pas là que c'est arrivé en passant l'accident dont je vais faire mention. Ça s'est passé à Brossard, c'est un camionneur
Le camionneur, il a tué une madame, son enfant. Et on découvre dans l'enquête qu'il était en train de jouer à un jeu vidéo en ligne tout en conduisant. C'est-à-dire qu'il y avait probablement une main sur le volant, puis il y avait ces jeux vidéo. Je trouve ça terrible. Je ne sais pas quelle sera la sentence imposée à ce monsieur, mais quand on voit des gens, des fois, devant nous qui s'en viennent, là, c'est qu'on ne sait pas lequel est en train de faire autre chose, qui n'est pas en train de conduire. Il ne réalise pas qu'il y a un bolide entre les mains, que ce soit un camion, que ce soit une voiture. Le temps de réaction, et même quand tu as les yeux bien en avant, même quand tu circules avec la bonne vitesse, ça se passe vite, Sylvain. Un ajustement au volant, ça se passe très vite. Alors, imaginez, ce gars-là était en train de jouer avec des jeux en ligne. Ça te rassure sans aucun doute pas ça, mon Sylvain. On parle pas d'une route qui est mal faite, ou on parle pas de on parle pas ici de l'autoroute 50 où elle a été négligée à plusieurs reprises. Souviens-toi, il y a quelques années, il y a eu cette femme-là qui avait arrêté sur une autoroute pour laisser passer des canards. Oui. Et on l'a jugé beaucoup parce que, il y a eu des décès dans cette histoire-là. Là, ici, c'est vraiment comme une négligence forte au niveau du camionneur qui était impliqué dans cet accident-là. J'imagine la sentence, là, tu sais. Elle peut pas être moindre que la personne qui est arrêtée pour les canards. Selon moi. Tu sais, j'ai plus de respect pour la personne qui avait arrêté pour des canards. Même si c'est pas correct, semble-t-il. C'était négligent aussi de la part de cette dame-là. Mais parce qu'il y a eu des conséquences graves avec tout ça. Alors que là, cet accident-là qu'on parle il y a quelques années, du camionneur, là, parce que là, on vient de connaître la sentence, ça aurait pu être évité à 100%. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais encore là, comme je dis, j'étais étonné que quelqu'un puisse prendre une chance comme celle-là. Ils ont fait des vérifications. Puis ils se sont rendus compte que le gars était tout le temps sur son téléphone. Alors, pendant qu'il conduisait, c'était systématique, là. Puis là, d'ailleurs, ça m'amène à la réflexion. Nos grands écrans, parce que les écrans, là, dans les voitures, c'est de plus en plus grand, là, ça, là. Il y a de plus en plus d'informations. Fait que c'est bien beau de dire « prenez pas votre cellulaire dans vos mains pour parler. » OK. Mais c'est quoi la différence comme distraction d'avoir mon téléphone dans ma main parce que je parle puis je conduis d'une main? Parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui a les deux mains sur le volant. Il y a beaucoup de gens qui conduisent avec une seule main pendant des années. Mm. Et puis là, tu as l'écran là, qui te donne plein d'informations. D'ailleurs, on a dit que les stations de radio aux États-Unis, on s'en va, nous deux, toi et moi, à un congrès justement sur la radio et la télévision. Et la NAB a publié quelque chose cette semaine, comme quoi les radios doivent de plus en plus s'adapter à ces écrans. Parce qu'il y a de plus en plus d'informations. Alors, la chanson qui joue, il y a de plus en plus d'informations qui est intégrée. Vous avez, entre autres, l'image de l'album de la chanson qui apparaît à l'écran. Vous avez le titre, nom de la chanteuse, la durée de la chanson, l'année où ça a été fait. Puis là, mais c'est... Pendant que toi, tu conduis pas, là, tes yeux sur ton écran pour savoir, oui, c'est en quelle année qu'elle a chanté ça. Mais on est de plus en plus des êtres distraits au volant. Je me demande vers où on s'en va. D'ailleurs, puisqu'on... vas-y. Il y a quelques années de ça, je sais pas si tu te rappelles, on envoyait de plus en plus des gens avec les journaux à la main, en train de conduire, pendant qu'ils lisaient le journal. Ah oui, il y a eu plein de situations. Le journal, la fille qui se maquille. Oui. Combien de fois qu'il y a des gens qui sont partis au bureau, puis ça, je l'ai vu, là, c'est pas juste des affaires
t'ai raconté. J'ai vu bien des gens se maquiller tout en étant au volant. Jetant un coup d'œil une fois de temps en temps sur la route. Et avant le GPS aussi, avant le GPS, on avait les fameuses cartes où il fallait qu'on rouvre ça de même pour savoir vers quelle rue qu'on s'en allait. On fait du progrès, mais quand même, on est quand même dans cette ère-là. Il fallait qu'on regarde dans quelle rue il fallait tourner. Mais il y a quand même aussi une distraction quand tes yeux s'en vont sur le GPS. Ah oui. Inévitablement, tu es en train de regarder soit parce que tu es à la recherche d'une station-service ou d'une station pour faire une recharge quand tu as une voiture électrique, ben c'est dans l'écran de ta voiture que tu vas retrouver ça. Parlant de distraction, puis on est dans le même sujet des écrans, c'est assez gros comme initiative du gouvernement fédéral, en tout cas, de regarder si on va ou non continuer de permettre aux enfants d'aller sur les médias sociaux. Écoutez, je ne sais pas si les gens réalisent, mais il y a tellement de fausseté sur les médias que je me demande si c'est sain de laisser les enfants aller sur les médias sociaux. Je t'explique. Je vois un spectacle annoncé ces jours-ci. Première chose que je fais, je m'en vais tout de suite voir sur des sites spécialisés de spectacles. Est-ce que c'est vrai? Parce que là, il y a des gens qui inventent des spectacles. Il y a des gens aussi qui inventent des décès. Je ne sais pas, depuis les dernières semaines, le nombre de fois que j'ai découvert que la personne n'est pas décédée. On m'a pourtant annoncé sur Facebook qu'il y a un décès. Je trouve qu'il y a beaucoup de fausses informations. L'intelligence artificielle en produit davantage. De plus en plus d'affaires ne sont pas vraies. Alors je me dis, d'abord, il y a les arnaques qui circulent. Est-ce qu'un enfant à 15 ans, 12 ans ou 11 ans a la maturité pour gérer le faux du vrai sur les médias sociaux? Moi, j'ai été positif à l'idée de dire, hey, là, peut-être qu'on devrait mettre un âge limite. Je ne sais pas si c'est 12 ans, je ne sais pas si c'est 14. Facebook, je pense que c'est 18 ans. Il y a certains réseaux, c'est 16 ans. D'autres, c'est 14 ans. Je pense que c'est vraiment comme à la discrétion du parent. Mais souvent, le parent va permettre à l'enfant d'utiliser son téléphone et ses propres réseaux. Est-ce qu'ils sont à l'abri de ça? Pas nécessairement. Est-ce que le parent a vraiment le contrôle absolu sur tout ça? Pas nécessairement non plus. J'ai l'impression que le parent est un peu plus flexible souvent par rapport à l'enfant, aussi selon le jugement du parent par rapport à l'enfant. Est-ce que l'enfant est suffisamment responsable, suffisamment autonome pour gérer ce truc-là? Moi, par respect pour tous les gens qui sont dans mon profil Facebook, par exemple, je sais que j'ai des enfants qui me suivent sur mes réseaux. Alors, c'est pour ça que je fais très attention à ce que je publie. Est-ce que c'est général le plus souvent possible? Oui, j'essaie de pas trop poster des trucs de violence ou qui contiennent une certaine nudité ou peu importe. Je pense qu'il y a quand même en tant que personnalité publique, il y a quand même un certain décorum qu'on doit suivre, mais c'est pas tout le monde qui a cette mentalité-là. Puis ce que je vois des gens qui partagent sur leur propre réseau, leur propre profil, moi je suis certain que je suis un enfant puis je regarde ça, je suis un peu mal à l'aise par rapport au contenu qui est parfois véhiculé là-dessus. On parle de YouTube. YouTube, ça, on a tendance à l'oublier, mais c'est considéré comme un réseau social aussi. Il y a beaucoup de contenu pour enfants, beaucoup de contenu pour la famille là-dessus. Encore là, je pense à la discrétion du parent. Et il y a plusieurs années de ça, on peut juste faire un comparatif. Au niveau de des films, il y avait le général qui disait que c'était un film plus général, un film où c'était 14 ans et plus. Mais là, si tu n'avais pas 14 ans, tu pouvais pas regarder le film. Ça prenait toujours le consentement du parent ou bien la discrétion puis le bon jugement. Je pense que en majorité, pas mettre tous les gens dans le même panier, mais je pense qu'en majorité, les parents ont un bon jugement par rapport à ça. Il y a certaines failles, il y a certaines lacunes, c'est certain. Mais c'est certain que les réseaux sociaux de grande surface comme Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram,
c'est populaire auprès de la jeunesse. Puis si ça a un lieu d'être, ben il faudrait qu'il y ait un encadrement au niveau des parents. Oui, exact. Parce qu'il y a quand même aussi du positif dans les médias sociaux. Moi, je pense quand il y a des désastres ou quand il y a des inondations, puisque je veux qu'on parle des inondations qui se pointent, là, les gens peuvent s'entraider grâce aux médias sociaux. Tu perds un animal de compagnie, tu peux publier sur un site local dans ton secteur puis dire attention, j'ai perdu mon chien, pourriez-vous m'aider? Je l'ai déjà vécu, ça, par exemple. Je regardais le chien d'une personne et puis le chien, il est parti. Et c'est grâce à des voisins qui l'ont vu passer puis ont dit hey, il est rendu probablement à telle rue. Ah, j'ai eu de la misère à le retracer, celui-là. J'avais couru après pendant au moins 2 heures, 2 heures et demie. Fait tout le tour du quartier. Puis c'est grâce aux médias sociaux. Alors, il n'y a pas que du mauvais avec les médias sociaux. Non. Mais il y a un côté dangereux quand on parle des enfants. Et je pense que ça vaut la peine que ce soit étudié. Ça ne veut pas dire que la solution, c'est de bannir, mais peut-être de mettre un petit contrôle. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je pense que les parents, en tant que tels, quand ils autorisent leur enfant en bas âge d'utiliser les médias sociaux ou Internet, j'aime croire que les parents sont plus vigilants. Je lisais les nouvelles ce matin et je voyais que les inondations prennent de plus en plus de place dans l'actualité. Quels sont tes souvenirs de nos reportages, toi et moi, quand on travaillait pendant les inondations, les fins de semaine? Parce qu'on en a fait du covoiturage ensemble pour aller sur des lieux de gens qui vivaient l'horreur. Parce que c'était la deuxième fois qu'ils se faisaient frapper, là, quand ils se sont fait frapper en 2019. Ils venaient de se faire frapper en 2017. Toi, de cette période-là qu'on a travaillé ensemble, c'est quoi tes meilleurs souvenirs? Puis, est-ce que tu te souviens de bon? L'entraide humanitaire. Je pense que dans un contexte où on continue toujours d'avancer, il y a beaucoup de situations où on agit comme en tant qu'individualiste, puis on pense à nous en premier. Puis je pense que ces périodes-là où on a vécu les inondations majeures, notamment en Outaouais avec toi, les gens, ce que je retiens beaucoup, c'est l'entraide humanitaire. Les gens enfin, on se regroupe, on s'entraide entre voisins. C'est certain que c'est un désastre qui est naturel, qui peut ne pas nécessairement être contrôlé tout le temps. Justement, là, en ce moment, il y a beaucoup de rivières, là, même dans mon coin, qui sont sous surveillance, là, qui peuvent avoir des risques de débordement. Notamment à Saint-Jérôme, il y a un pont qui est fermé actuellement parce que la rivière risque de déborder dans les prochains jours, prochaines heures. À la chute aussi, ici, dans notre secteur, il y a toujours un secteur qui est plus à risque. On est toujours en train les autorités sont toujours en train de vérifier le niveau de l'eau. En Outaouais, là, je sais certain, là, c'est au niveau de quand on avait été dans le coin de la rue Urtubise, puis le Cheval Blanc, là, ça, c'était méga. C'est impressionnant quand tu vois la force de la nature s'imposer. Mais j'ai des bons souvenirs. Hein? On parlait de souvenirs, là, j'ai des bons souvenirs ensemble. On était en direct réseau tout le week-end, du matin au soir. Je me rappelle la première inondation d'avoir travaillé 28 jours en ligne pour TVA à Gatineau. Puis je retournais à la chute, je travaillais mes journées le jour, puis l'après-midi, je retournais en Outaouais faire les bulletins de nouvelles. Il y a des situations où à ce moment-là, c'était Mathieu Lacombe qui était chef d'antenne. On l'attendait, Mathieu. Il était parti en chaloupe en tournage, puis la chaloupe est repartie. Il était pris sur une île. Là. On savait pas s'il y aurait eu bulletin de nouvelles avec Mathieu ce soir-là ou ce qu'on fait à ce moment-ci. Les caméramans qui sont partis, qui peuvent pas nécessairement venir parce que la 50 est bloquée. Il y a plein de souvenirs comme ça qui sont encore très, très présents dans ma mémoire. Puis on parle de ça fait 9 ans et 7 ans, je pense, là, les dernières inondations majeures en Outaouais. Exact. 2019-2017. Fait que c'est encore très, très, très présent dans ma mémoire. Puis probablement pas juste la mienne, pour tous ceux et celles qui ont vécu ce désastre-là aussi. Moi, je retiens l'accueil des gens qui étaient fantastiques, qui nous recevaient. Puis on n'avait pas grand temps, là. On était en ondes, exemple, à LCN à 9h.
Ouais. Là, on nous faisait attendre parce que nous autres, l'Outaouais, on passait quasiment toujours en dernier. Alors, ils faisaient le tour du Québec, commençaient par Montréal, allaient dans le bout de Québec, ils se promenaient, et à un moment donné, vers 9h15, 9h20, c'était nous qui entrions en ondes. Puis là, il fallait être prêt pour 10 heures, pour la prochaine intervention. Puis là, on arrivait sur les lieux, des fois, il était 10h moins 20, 10h moins quart. Les gens nous accueillaient à bras ouverts. Venez, je vais vous montrer comment je me suis protégé par rapport aux inondations. Alors, j'ai trouvé ça, cette période-là, fantastique, parce que les gens participaient avec nous, ils nous aidaient à vraiment contribuer à l'information, parce que ce qu'on voulait, nous, c'était expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe dans la région de l'Outaouais. Alors, évidemment, je garde de bons souvenirs, mais c'était triste aussi, là, on a vu des maisons endommagées. Oh, et les points de presse qui... Tu sais, cette nouvelle-là, c'est une nouvelle qui est en continu. Tu peux pas enregistrer quelque chose pour demain. Là. Demain, la situation est autre chose. Là. Puis d'heure en heure, la situation s'aggravit ou change là, complètement. Mais aussi les autorités qui étaient en place. Là, je pensais au maire Pedno Jobin à l'époque qui était là. Si on avait une question, il était toujours là à répondre. Il était toujours tout le monde à qui on devait intervenir avec une clip pour savoir l'état de la situation au moment où on se parle. Tout le monde sans exception, était toujours là à répondre à nos questions. Je pense que aussi ça fait partie de l'aventure, mais tu sais, il y aurait pu avoir une journée où tout le monde aurait pu faire comme garde. Je prends un relax aujourd'hui, mais non. Puis dans cette période-là, précisément, il y avait comme 20-21 jours de pluie sans arrêt. Fait que le monde était complètement anéanti. Parce que quand je regarde ce qu'il a fait au cours des derniers jours, on a eu de la pluie, puis je regarde les prévisions, c'est continuel, ça n'arrête pas. C'est de la pluie et de la pluie. Je veux aussi te parler de Snapchat qui a congédié 1000 personnes cette semaine. Et la raison, tenez-vous bien, l'intelligence artificielle. Ça, là, Sylvain, je pensais jamais qu'on arriverait là. Je l'entendais, les gens me disaient un jour, il y a des gens qui vont perdre leur emploi à cause de l'intelligence artificielle. Mais là, c'est vrai. Ça arrive, là. Là, c'est concret. Je trouve ça épouvantable dans un sens. Je sais qu'on veut tous être aidés parce que l'intelligence artificielle permet de faire des choses beaucoup plus vite et d'avoir certaines possibilités, comment je dirais ça, d'avoir à faire bien moins de recherches. D'ailleurs, ça, c'est incroyable. Dans de nombreux cas où les gens n'ont plus besoin de faire des travaux de recherche, ils posent la question à l'intelligence. Mais toi, tu vois ça comment? Es-tu inquiet? Oui, puis non. Tu sais, il y a quelques années de ça, on parlait des travaux, des métiers par rapport à l'Internet ou au numérique. Personne n'y croyait. Tu peux pas faire ta vie en travaillant sur Internet, alors qu'aujourd'hui, c'est possible. L'intelligence artificielle, il y a toujours tout de même quelqu'un qui l'opère, là, cette intelligence-là artificielle. Fait que c'est certain que ça crée en même temps de l'emploi. Snapchat, c'est un réseau social qui est aussi entièrement sur... c'est une application téléphonique sur nos téléphones. Est-ce que je suis surpris? Non. Je pense que c'est une des suites logiques qui vient s'aborder à ce genre de contenu-là. T'sais, on s'attend à ce que le numérique devienne numérique à un moment donné. Est-ce que ça me fait peur pour autant? Pas tant. Je veux dire, je sais pas. Je réfléchis en même temps à voix haute au moment où je te parle puis en même temps que j'y pense. Mais il existe en ce moment des logiciels de création vidéo, de montage vidéo qui vient prendre une partie de mon travail. Est-ce que ça me fait peur pour autant? Je pense pas. Est-ce que ça va révolutionner certains trucs? Peut-être. Je pense qu'on est encore trop tôt là-dedans pour pouvoir comprendre exactement ce que l'intelligence artificielle va venir faire comme rôle dans le futur. Dans le cas de Snapchat, c'est malheureux pour les gens qui ont perdu l'emploi, mais la technologie avance tellement rapidement. Puis si ces gens-là étaient bons dans leur métier, je suis pas inquiet qu'ils vont retrouver quelque chose de mieux, probablement, pour eux. Donc, c'est un message qu'on doit envoyer également aux autres entreprises qui vivront des choses similaires.
Parce que c'est certain que tout se traduit aujourd'hui à la vitesse de l'éclair. Un texte, à un moment donné, on faisait une recherche, toi et moi, où on cherchait quelque chose. Il y avait un long texte en anglais. Il a été traduit en français à la vitesse de l'éclair. C'était un traducteur de moins, cela, là. Oui. Tu sais, avant, c'était une job pour quelqu'un. Fait que ça va toucher bien des gens. Quoi qu'il en soit, ce qui va toucher les gens au cours des prochaines semaines, ce sont les séries éliminatoires du hockey. Et Sylvain est un grand passionné de hockey. Il n'est pas capable de me dire la différence entre les Sénateurs et les Canadiens. C'est pas grave. C'est le chandail. Il aime ça, voir. C'est le chandail. Le chandail. Je pense. OK. Tout ça pour dire que là, on aura évidemment, tôt ou tard, à la fin de la première série, Canadiens Lightning et Sénateurs Hurricanes, il va falloir une conversation avec Guy Leblanc. Il va avoir des comptes à rendre. Parce que là, il est content, Guy. Son équipe a fait les séries d'après-saison avec la 8e place. Oui, on le salue, effectivement. Je sais qu'il regarde nos émissions. Alors, bravo, Guy. Je sais que ça a été une longue saison, lancinante et pénible pour vous, parce que tu t'es fait tirer la pipe par bien des gens, mais vous êtes des séries d'après-saison. Et c'est pas tellement en quelle position tu rentres. L'important, c'est est-ce que tu rentres dans les séries. Au moins, tu as la chance de jouer. Ça va évidemment être une excellente nouvelle pour les restaurateurs, le fait que Ottawa et Montréal sont dans les séries d'après-saison. Parce qu'il faut voir les bars à travers le Québec, puis même ici en Outaouais. Quand les Canadiens jouent, c'est rempli de capacité. C'est merveilleux pour le resto, les employés. Il y a de l'atmosphère aussi. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Et puis, on va souhaiter aux gens de bonnes séries d'après-saison. Et la meilleure place pour suivre tout ce qui se passe, c'est d'être avec nous à Radio Éternité tous les matins où je prépare un bulletin de sport assez complet. Là, je vais devoir faire certains efforts supplémentaires parce que ce que les gens vont vouloir savoir le lendemain matin, qui a gagné la veille, et peu importe la série, parce que les gens s'intéressent pas mal à l'ensemble de la Ligue nationale de hockey. Alors, on va suivre ça, évidemment, avec nos auditeurs à la radio. Et puis, toi, est-ce que tu vas regarder ça ou tu vas garder encore une fois tes distances, mon Sylvain? Je vais probablement regarder ça, Pierre, mais je suis en train de me demander pendant qu'on se parle, vas-tu avoir une barbe des séries? Tout le monde me demande ça. Est-ce qu'il va y avoir quoi? Vas-tu te faire pousser une barbe des séries? Non, non. Ça, c'est mal me connaître. D'abord parce qu'il y a des photos que tu en as trouvées, je pense, dans mon historique. Il y a certaines photos dont je suis fier avec ma barbe à l'époque. Aujourd'hui, j'ai un peu peur de revenir à cette tendance de barbe. Alors, c'est pas dans mon style, c'est vraiment pas dans ma personnalité. Ça fait plusieurs années, en fait, même. D'abord, il y avait la barbe qui était disparue, j'avais gardé la moustache. Oui. Jusqu'aux années CIMF, Rock Détente. Parce que j'ai des photos à CIMF, Détente, ma moustache. Puis après ça, j'ai éliminé la moustache. Chevelure aussi, t'avais une méchante chevelure. Oui, mais je dois dire, à ma défense, que la barbe, dans le temps, rappelez-vous, c'était pour me vieillir. J'avais 21 ans, j'étais arrivé directeur d'information. J'étais un peu jeune. Alors, pour me donner un look plus vieux, c'est pour ça que j'avais une barbe. Quand j'ai enlevé la moustache, les gens m'ont dit, mon Dieu, que tu viens de rajeunir. Alors, j'étais très heureux, évidemment, de voir que le départ de ma moustache m'avait rajeuni. Au niveau des séances de photos, les gens me disaient, oh mon Dieu, tu as l'air tellement plus jeune. Et depuis, je dirais, la dernière année et demie, depuis qu'on travaille ensemble, faut dire, Sylvain, et surtout les 8 derniers mois, les gens qui me connaissent et qui me regardent à l'écran disent, mon Dieu, que tu as l'air relax. On a l'impression qu'on te retrouve le Pierre d'il y a 7 ans. Ou est-ce que, à cette époque-là, j'avais pas le poids de ce qui vient avec le poste de chef d'antenne d'une station de télévision. Puis aujourd'hui, je m'amuse dans les médias parce qu'avec toi, je ne sens plus cette pression-là. J'ai pas à respecter un texte dans un télésouffleur.
On converse, toi et moi. On fait découvrir des choses aux gens. On partage nos expériences de vie. Mais moi, je sens pas de pression. Toi, c'est nouveau là, que je te mets sur... Je te mets un peu le K-47 sur la tête, des fois en te posant des questions auxquelles je dirais que dans le passé, tu n'as pas été habitué. Je m'adapte à tout ça, mon Pierre. Tu sais, c'est certain que ce concept d'émission-là, ça fait longtemps que je l'ai en tête. Ça fait longtemps que je veux le faire. Puis là, quand t'es arrivé, j'étais super content parce que c'est arrivé naturellement. J'ai pas eu besoin de me casser la tête à savoir, bon, avec qui je vais le faire, comment je vais le faire. Je pense que ça s'est fait naturellement. On se connaît aussi depuis de nombreuses années. Fait que je pense que cette complicité-là qu'on a ensemble, on l'avait déjà sur notre métier avant qu'on fasse ce projet-là commun. Quand tu me poses des questions, je sais pas quoi répondre, ben je suis assez franc pour te dire que j'en ai aucune espèce d'idée. Fait que je m'adapte à tout ça. Puis en même temps, comme tu le dis, on n'a pas cette pression-là où on dépend d'une équipe, où on dépend de quelqu'un qui travaille pour nous, où on dépend pas d'un télésouffleur qui nous dicte quoi dire à l'écran de telle façon. Oui, il y a un petit préparatif, on se donne des petites notes avant d'entrer en onde, mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas de... Il y en a pas il y en a pas de stress. Si je veux faire ça avec mon verre, je peux le faire. Tu sais, je peux me lever de ma chaise aussi comme ça. Tu sais, il y a personne qui fait ça à la télé, mais nous, on peut se permettre de faire ces choses-là. Puis c'est ce qu'on me rapporte beaucoup dans ma région. Beaucoup de gens me disent « Hey, c'est le fun ce que tu fais, l'émission avec Donnet, avec le monsieur là à la télé. C'est vraiment... J'aime ça, vous voir parler ensemble. J'aime la façon dont vous faites ça. C'est style podcast. C'est comme si vous rentrez chez nous puis qu'on discutait puis qu'on a... » C'est ce que je retiens beaucoup du feedback que j'ai dans ma région. Les gens aiment ça. Je sais pas vous autres, dans Gatineau, dans l'Outaouais, de quelle façon que ça se passe, parce qu'on a été habitué de te voir à TVA. Mais il y a des gens qui écoutent cette émission-là de plus en plus, puis je m'en fais beaucoup parler dans ma région. Fait que je salue tout le monde qui nous écoute, puis en même temps, ben, merci d'être là. Ben, c'était un peu le message que je dis aux gens. En fait, ce qu'on fait, toi et moi, c'est qu'on les fait rentrer dans notre conversation de salon. Comme si on était deux chums en train de regarder une game de hockey, puis on partage qu'est-ce qu'on est en train de voir, qu'est-ce qu'on voit de l'actualité, puis on essaie de rendre ça aussi. Les gars sympathiques, on se prend définitivement pas pour quelqu'un d'autre. Non. On est comme on est. Salutations aux gens de TVC Basse-Lièvre, TVC d'Argenteuil. Je suis correct quand je dis ça? C'est-tu TVC d'Argenteuil ou TVC La Chute? D'Argenteuil. D'Argenteuil, oui. OK, c'est correct. Évidemment, TV Rogers, on salue nos téléspectateurs à cet endroit. Et tous ceux de Gatineau.tv qui, en route vers le 66e 1000 personnes qui sont d'ailleurs des abonnés de Gatineau.tv, parce qu'une fois que tu as franchi 65, il faut que tu montes à 66 000. Alors, Pierre Thibault le sait, il y a la pression sur ses épaules, il faut qu'il fasse monter cette vision là de tout ce qu'on fait aussi avec espacedonnet.ca. Et puis, on aura d'autres émissions, évidemment, à vous proposer au cours des prochaines semaines. On ne lâche pas. Bon week-end, Sylvain. Et nous, ben, on s'en va en tournage. On va vous en parler la semaine prochaine. On a quelque chose de vraiment spectaculaire à vous présenter la semaine prochaine. Salut, Pierre. Salut, bon week-end.